Bonjour et bienvenue au Théâtre du Nord, bienvenue à Sérimania. Je suis très content de vous retrouver si nombreux cet après-midi. Merci d'avoir bravé les éléments avec moi. Merci au Théâtre du Nord aussi de nous accueillir pour les masterclass, les rencontres, les conférences, ces prochains jours de festival, et notamment pour cette dernière conférence de la journée. Je suis accompagné sur scène du journaliste culturel et chroniqueur série Benoît Lagan, qui travaille notamment chez Télématin et France Inter. C'est Benoît qui va modérer la conférence très attendue d'aujourd'hui sur le soft power des rom-coms. Et à l'aide d'extraits, d'illustrations, il va commenter avec nos invités de l'attraction des contraires, qui est une piste peut-être pour mener à une coexistence plus apaisée dans nos sociétés. Et pour ce faire, pour questionner le rôle des rom-coms, on a fait appel à un panel d'expertes. Tout d'abord, Marianne Lévy, scénariste et autrice notamment de mon livre de chevet actuel, Les comédies romantiques. Clémence Médane-Padria, qui est autrice, scénariste également, qui est créatrice de la série Irrésistible disponible sur Disney+, et qui est cette année à Sérimania au sein du jury de la compétition Panorama International. Et enfin, on aura avec nous Chirine Boutella, qui est actrice, notamment dans la série disponible sur Netflix Christmas Flow, qui a été co-créée par Marianne Lévy. Donc, sans plus attendre, merci de faire un triomphe pour Chirine Boutella, Clémence Médane-Padria et Marianne Lévy. Et voilà, c'est pile poil. Bonjour, bonsoir à vous tous, bonsoir à vous trois. Bonjour. Merci d'être là pour parler de comédie romantique. Je suis très honoré d'être le seul homme de ce plateau. Je suis donc le prince charmant. On vous a présenté... Non. On est là pour déconstruire, on a dit. Voilà, je suis le prince charmant déconstruit. Voilà, vous avez vu ce qu'est un homme déconstruit. Voilà. Donc, effectivement, Carlo vous a présenté toutes les trois. Ce qui est intéressant avec vous trois, c'est qu'on a un panel intéressant. Une comédienne, une scénariste, une romancière qui passe au scénario, qui par ailleurs écrit un livre spécialisé sur la comédie romantique, Marianne. On vous a vu, Chirine, dans pas mal de genres, donc dans Christmas Flow sur Netflix, dans le registre de la comédie romantique, mais aussi dans pas mal de séries d'action, de Lupin à Pamela Rose, parce qu'on peut dire que finalement les deux, c'est de l'action et de la comédie d'action. Et puis Clémence Médane-Padria, donc certes, il y a Irrésistible, mais on vous doit pléthore de séries. Vous êtes tout le monde veut Clémence Médane-Padria aujourd'hui pour écrire une série. Il y a eu Nona et ses filles avec Valérie Donzelli qu'on avait vu sur le festival. En thérapie saison 2, Tapis, Les gouttes de Dieu. Donc plusieurs séries dans des registres très différents. Donc ce serait intéressant de vous entendre sur la comédie romantique. Et donc Marianne Lévy, que je disais à l'instant, qui écrit et qui réfléchit la comédie romantique. Donc l'ouvrage Les comédies romantiques qui vient de paraître chez Houellebecq. Alors, avant de parler de vos séries, en particulier de prendre les cas d'Irrésistible de Christmas Flow, j'aimerais savoir, chacune de vous trois, quel rapport vous entretenez avec le genre de la comédie romantique pour avoir incarné un personnage de comédie romantique, Chirine, pour avoir écrit Irrésistible et Christmas Flow, donc deux séries construites autour de ce genre, qui peut-être est un genre très privilégié. Déjà, quel est votre rapport à vous, à chacune de vous trois ? Eh bien moi, avant Christmas Flow, j'avais pas grand lien avec la comédie romantique. En fait, je crois qu'en étant plus jeune, je me suis finalement vite rendu compte que ça vendait du rêve, que c'était pas vrai, que en fait, je trouvais du coup l'amour réel décevant, parce qu'il correspondait justement jamais au coup de foudre, au prince charmant, à des choses... en fait, c'était chiant quoi, de se dire mais non, enfin, on espère des choses qui n'existent pas. C'est pas la vie, quoi. C'était parce que c'était pas du tout la vie. C'est trop beau pour être vrai. Ça n'arrive pas dans la vie. Ils sont pas si gentils les garçons et bon, voilà. Donc c'est aussi l'expérience personnelle qui fait ça. Et du coup, j'ai été d'ailleurs quand on m'a proposé Christmas Flow, quand mon agent m'a dit que ça faisait une comédie romantique, j'ai fait oh non.
trop gnangnan et tout, c'est pas du tout mon genre. Comme tu dis, j'incarne des personnages quand même. Ouais, j'aime bien l'action, j'aime bien les trucs punchy. Et en fait, quand j'ai lu le scénario, je me suis dit, ah ouais, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Donc ça a déjà déconstruit un cliché que j'avais de ce genre. Et puis les personnages sont tellement intéressants, c'est tellement actuel, c'est tellement moderne. En tout cas, je me suis totalement identifiée à mon personnage et Lila. Et j'ai adoré. Et je pense que ça m'a un peu réconciliée avec ce genre. Et surtout aujourd'hui, ça me donne encore plus envie d'aller découvrir ce genre. Clémence Maria, vous, les comédies romantiques, ça fait partie de votre culture, Clémence Madeleine Perdria? Oui, ça fait partie de ma culture et surtout c'est un genre pour lequel j'ai une immense tendresse parce que ça fait partie des premiers films en fait que j'ai vus notamment en famille et donc j'ai vraiment le souvenir d'avoir regardé avec mon petit frère, avec ma maman, tous les Hugh Grant. Enfin voilà, c'était des moments en fait qui nous permettaient vraiment finalement de parler d'amour en fait et ça restait des endroits refuges en fait très très tendres et donc c'est pour ça je pense que c'est des films aussi qu'on revoit et qu'on a envie de revoir avec les gens qu'on aime en famille etc et donc moi c'est vraiment quelque chose où je me suis toujours dit un jour j'ai envie de faire de la comédie romantique et par ailleurs en travaillant un peu autour de la structure du scénario, je me rendais compte aussi que c'était un endroit qui allait appeler des codes en fait, de dramaturgie hyper précis et que ce qui a l'air comme ça léger et un peu doudou, en réalité, c'est hyper difficile à bâtir, quoi. Donc c'est un truc... Voilà, j'ai beaucoup de tendresse pour la rom-com. Marianne, vous vous retrouvez dans ce que vient de dire Clémence parce que... Oui, plus dans ce que vient de dire Clémence que ce qu'a dit Chérine. Mais moi, c'est peut-être parce que mon père il m'a fait regarder Terminator jeune, que c'est pour ça que j'ai pas de sensibilité au corps. Moi, j'ai un rapport... la comédie romantique, c'est essentiel dans ma vie. En fait, ça a changé ma vie. Parce que aimer des comédies romantiques comme spectatrice, ça m'a conduit à devenir romancière. J'ai écrit 3 romans qui sont des comédies romantiques et ensuite ça m'a permis de devenir scénariste. Donc en fait, la comédie romantique, c'est un peu ma vie. Et j'irai plus loin parce que, pour essayer de convaincre Chérine, j'ai l'impression que la comédie romantique, c'est le genre de nos vies en fait. C'est le sujet, elle traite du sujet le plus important pour nous. Je veux bien. Je suis sûre que si je fais un sondage dans la salle, personne ne va répondre qu'à la fin de sa vie, on se pose la question de l'importance du PIB de la Corée du Nord. En revanche, je suis absolument sûre qu'on se demande est-ce que j'ai bien aimé, est-ce que j'ai bien été aimée. Et ça me semble les 2 questions les plus fondamentales dans la vie. Et il se trouve qu'en fait, c'est la matière que travaille la comédie romantique. Donc, je suis à fond, quoi. Alors, on va décortiquer tout ça, mais moi, j'aimerais, parce qu'on a cité là quelques exemples de films, notamment les fameux films avec Hugh Grant, mais puisqu'on est à Série Mania, donc la question de la place de la comédie romantique dans les séries, alors je vais vous soumettre, moi, une petite théorie que j'ai, et puis si elle est complètement fausse, allez-y, vous êtes là pour me contredire, mais j'ai l'impression que pendant longtemps, la comédie romantique dans les séries était un genre non avoué, ou du moins qui était caché sous d'autres genres. J'ai sélectionné, par exemple, quelques séries qui, pour moi, sont des comédies romantiques, mais qui, pour autant, quand on les a vues, on ne s'est pas dit qu'on regardait des comédies romantiques. Si je vous cite, par exemple, Lois and Clark, la série de super-héros, une série de comédie romantique. Si je parle de Ally McBeal, série judiciaire, mais non, en fait, comédie romantique. Donc voilà, là, on a Lois and Clark. Si Ally McBeal, donc série vraiment la mécanique de la série judiciaire. Et pour autant, tout tient sur Ali qui recherche un prince charmant qu'elle n'arrivera jamais à avoir réellement tout au long de la série. Clair de Lune, bien plutôt comédie de détective avec Bruce Willis, Sybil Shepherd, qui est vraiment, voilà, là dans le titre, on s'approche, peut-être c'est la série qui s'approche le plus de ce qui pourrait être une comédie romantique. Et puis Sex and the City, bien évidemment. Il y en a plein d'autres, j'aurais pu en citer plein d'autres. Quand au déjeuner on discutait, on était là. Gilmore Girls, par exemple, est sans doute aussi une grande comédie romantique. Mais donc, chacune de ces séries se cache sous un autre registre. Comment vous, quand vous regardiez ces séries, est-ce que vous aviez noté, peut-être, je pense notamment à celle qui vraiment était dingue de comédie romantique, qu'elle regardait en regardant ces séries-là, aussi des comédies romantiques? Moi j'ai l'impression qu'en tout cas il y a beaucoup de séries dont ce que je retiens le plus, ce qui me touche le plus, c'est des histoires d'amour. Clairement, quand je regarde Grey's Anatomy, je regarde Derek et Meredith. Donc voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et je crois que, en tout cas, moi
pour moi, Fleabag, la saison 2 est une grande référence. Et pour moi, la deuxième saison de Fleabag, c'est une rom-com. Alors certes, un peu tragique, mais voilà, le comédien est même devenu le hot priest, en fait. Donc voilà, et je crois que même dans les séries qui vont être beaucoup plus sitcom, même je pensais tout à l'heure à Une nounou d'enfer. Une nounou d'enfer, la seule chose qui nous intéresse, c'est ça, quoi. Friends aussi, c'est que ça. Friends, Oui, et quand on pense à Monica et Chandler, on a envie de pleurer. Donc je crois que ce qui nous reste, c'est quand même beaucoup les histoires d'amour, en fait. Et c'est ce qui nous porte sur tant de saisons et tant d'épisodes. Finalement, ça revient à ce que tu disais, Marianne, qu'en fait, c'est tellement présent partout quotidiennement et que tu entends les séries, c'est vrai. Alors même si finalement c'est pas tant que la comédie romantique se planque dans d'autres registres, la sitcom, la série judiciaire, etc., est-ce que c'est tout simplement parce que dans le format de la série, les passages obligés de la comédie romantique ne peuvent pas suffire pour durer sur plusieurs saisons, ou qu'il faut savoir se réinventer? Marianne, tu dis non de la tête. Enfin, vous avez deux exemples irrésistibles comme Christmas Flow démontrent que, bien évidemment, vous avez trouvé toutes les deux des solutions pour faire que toute la comédie romantique est dans vos séries, dans vos saisons entières. Mais donc, vas-y, Marianne, je laisse répondre. Après, la télévision, c'est une industrie. Donc, il y a des enjeux d'audience, il y a des enjeux de publicité. Et il est évident que quand on croise plusieurs genres, Clémence, je suis désolée. C'est un très beau prénom, cela dit, Madeleine, mais Clémence aussi. Oui, quand on croise plusieurs genres, en fait, on prend beaucoup moins de risques. Donc c'est, je pense, plus une assurance pour les chaînes, pour les networks, pour les plateformes, de croiser des genres pour être sûr de réunir un plus large public. Après, comme auteur, la comédie romantique, c'est vraiment un genre qui est d'une richesse infinie, non seulement parce que c'est la question qui est la plus universelle du monde, celle de l'amour, mais c'est aussi parce que, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, comme auteur, mais moi, je trouve que c'est le genre le plus difficile à écrire, finalement, parce que quand vous asseyez devant votre télé pour regarder ce que nous, on a écrit, les histoires d'amour, la déclaration, le premier baiser, je suis sûre que tout le monde l'écrit avant d'aller à son rendez-vous. Donc, quelque part, on a une espèce de concurrence qui est vous. Et c'est très difficile d'écrire une comédie romantique parce qu'il faut être capable de faire plus fort que la vie, plus fort que vous, plus fort que votre imagination. Et donc, c'est hyper excitant comme défi, je trouve. Peut-être, j'ai la sensation que quand on est en série, on attend de nous d'avoir vraiment une arène, en fait. Ça fait partie des questions qu'on va avoir avec les diffuseurs. Et c'est vrai que dans les longs métrages qu'on a tous en tête, il n'y a pas vraiment d'arène. Ou alors il va y avoir une arène très large, ça va être Notting Hill, ça va être New York, ça va être Paris et tout ça. Et donc... voilà, je pense que les arènes hospitalières permettent de développer à l'intérieur de la comédie romantique, mais c'est vrai que comme la comédie romantique transporte avec elle quelque chose de très chronique, c'est difficile en fait. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'on peut avoir peur que ça tourne un petit peu en rond. Donc c'est pour ça qu'on va développer l'arène, on va développer les personnages secondaires. Voilà, mais je comprends en fait pourquoi il faut coller ou un genre ou une arène pour soutenir en fait la rom-com. Pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est quand même assez franco-français ce réflexe, parce que là, par exemple, en Angleterre, il y a toute une nouvelle génération d'auteurs qui investissent la comédie romantique pour la comédie romantique. Il y a une espèce de renouveau et c'est super en fait pour de terrain de jeu. Je pense que c'est plus une peur en fait qu'il y a une dramaturgie. Enfin, ces étapes de la comédie romantique, elles sont hautement dramaturgiques, donc elles doivent se suffire. Et simplement, on est plus exigeant peut-être avec la comédie romantique qu'avec le polar, mais en même temps, les gens qui regardent les polars, ils ont rarement tué des gens, donc ils sont moins difficiles à convaincre. Mais Chérine, par exemple, quand vous êtes arrivée dans Christmas Flow, alors qu'à côté de ça, vous faites des séries d'aventures comme Lupin, ou vous vous dites que le personnage que vous incarnez, vous le préparez différemment parce que vous savez que vous allez être dans le registre de ce personnage qui va connaître les étapes qui sont toutes décrites dans le livre de Marianne, de la première rencontre, Très franchement, après, dans tous les cas, ça va être le rôle en lui-même qui va être préparé, mais c'est beaucoup plus simple quand tu as un bon scénario sous les yeux et quand tu as aussi une réalisatrice qui sait où elle va, qui sait où elle veut t'emmener. C'est ma première comédie et c'est ma première comédie romantique. Donc il y avait quelque chose de double pression pour moi, parce qu'en plus, j'ai jamais fait de comédie et donc pour moi, j'estimais qu'il fallait que je sois drôle, alors qu'en fait, tu peux avoir des situations super qui sont drôles elles-mêmes, tu n'as besoin de rien faire. Et dans ce cas-là, c'est là où, effectivement, avoir encore une fois un scénario, une réalisatrice qui sait diriger ses acteurs, c'est très simple. Et puis, effectivement, c'est des choses qui sont plus naturelles, effectivement, et plus spontanées, parce que
on est tous déjà tombés amoureux, on sait tous à quoi ressemble un regard amoureux, le malaise quand tu es face à quelqu'un pour qui tu as un crush. Donc, c'est des choses qui se font finalement assez spontanément et assez naturellement. Après, tu as ce que tu veux raconter derrière et l'intention que tu veux y mettre qui peut venir en plus, mais c'est quand même quelque chose d'assez instinctif finalement. Alors, si on a bien compris que participer à une comédie romantique, c'était pas ton rêve d'actrice. À la base, non. En revanche, comme Clémence, tu le disais, écrire une comédie romantique, c'était un vrai désir. Comment Irrésistible est né, du coup ? Moi, j'ai toujours tendance, dans mon travail, comme j'ai très peur des étiquettes, et moi, j'ai commencé en tant que scénariste sur un polar, en fait. Et c'était une série qui s'appelait Nox sur Canal+. Et dans les catacombes. Ouais, dans les souterrains de Paris, tous les niveaux. Et dans les 6 mois qui ont suivi, on m'a proposé que ça. Et du coup, je me suis dit, oulala, c'est vraiment très français aussi, mais je crois que c'est le problème de bien des réalisatrices ou réalisateurs, ou même des comédiens, hein, d'avoir une étiquette sur la tête. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, je vais toujours choisir des projets différents, radicalement même différents de ce que je viens de faire. Et il se trouvait qu'à ce moment-là, je sortais de En Thérapie et que je recevais plein de coups de fil sur des séries autour de la psychanalyse. Et je disais non, j'ai envie de faire autre chose. Et ça avait été une écriture très longue, difficile, très intense aussi. Et j'avais vraiment envie de faire autre chose, en fait. Et ça faisait longtemps que je pensais à la comédie romantique. Et j'avais aussi très envie de retrouver le producteur de Nona et ses filles avec qui j'avais travaillé, qui s'appelle Arnaud de Crémier, qui est quelqu'un de formidable. Et on avait vraiment envie de faire quelque chose ensemble, et c'est vrai que ça porte aussi d'être avec quelqu'un qui nous dit soudainement je vais te suivre en fait, donc là où ton instinct ira, je vais suivre cet instinct. Et à ce moment-là, c'est vraiment ce que j'avais envie de faire, et j'avais une idée en tête depuis longtemps, et donc je lui en ai parlé. Il a pris le risque, ce qui n'est pas rien pour les producteurs, de commander un pilote. Donc j'ai écrit un pilote, et tout de suite, du coup, ça permettait d'avoir la tonalité et de savoir le genre dans lequel on allait s'inscrire. Et après, on a eu une grande chance, c'est que Camélia Jordana a lu ce pilote, et j'insiste sur le fait qu'elle l'a lu avant qu'on ait un diffuseur, ce qui n'est pas rien pour une comédienne de s'engager sur un texte sans diffuseur, et que tout de suite elle nous a dit oui, je monte dans ce bateau avec vous, quoi. Donc on était tous les 3, et on est allé voir Disney, et Disney nous a signé la série tout de suite. Voilà, donc en fait ça allait très vite parce qu'on a signé au mois de mai et on tournait en janvier suivant, quoi. Donc ça a été une sorte de développement un peu rêvé, en fait, à la fois l'envie qu'on avait ensemble et les gens qui sont montés dans ce bateau assez vite. Et quand on se lance dans Irrésistible, vous parliez tout à l'heure des films de Hugh Grant, vous avez des films références en vous disant c'est à partir de ça que je veux travailler, que je veux soit déconstruire, soit réinvestir ? Oui, alors après, sur la question de la déconstruction, moi je trouve que on a tendance à oublier un peu, parce que je crois qu'on parle peu des comédies romantiques comme un lieu politique, mais par exemple pour moi, Coup de foudre à Notting Hill, en fait, c'est une série qui est assez féministe, en fait. C'est une série dans laquelle Julia Roberts gagne mieux sa vie que Hugh Grant, est en couple, c'est elle qui prend des décisions à plein de moments. En fait, le film est assez nouveau aussi sur ce que ça raconte du personnage de Julia Roberts, qui a des désirs, voilà, donc oui, la déconstruction, c'est intéressant, bien sûr, mais moi, j'avais surtout envie de faire une série qui s'inscrive dans le contemporain et de quoi on parle aujourd'hui, comment ça se passe entre les garçons et les filles. Donc voilà, je me suis pas dit je vais faire une comédie romantique déconstruite, je me suis dit je vais faire une comédie romantique proche de moi, proche des gens qui sont autour de moi aujourd'hui, qui ont une trentaine d'années, qui sont amoureux, qui se posent des questions notamment de qu'est-ce que c'est d'être traumatisé par une histoire, en fait, puisque ça part quand même de là. Irrésistible, c'est une fille qui n'arrive pas à se remettre de son histoire d'amour. Et donc voilà, j'avais envie de parler de ça, du deuil amoureux dans la comédie romantique. C'est ce qui m'intéressait. Marianne, sur la dimension politique typiquement de Coup de foudre à Notting Hill, vous partagez complètement. J'allais rebondir sur ce que tu dis, Clément. Alors, à l'inverse de toi, moi, je pense que je n'écrirai que des comédies romantiques. Je pense que c'est la seule étiquette qu'on peut coller sur mon front. Tout le reste, je refuse. Mais celle-là, c'est ce qui m'intéresse justement pour la dimension politique. Parce que moi, ce qu'on se disait à table avec Chérine, moi, je suis convaincue que la comédie romantique aujourd'hui, c'est le genre le plus politique qui soit, en ce qu'il affirme que l'autre est une chance et non un problème. Or, on vit quand même dans un monde où on nous raconte le contraire du matin au soir. Enfin, en tout cas, on entend ça aux infos. Un monde où les gens se rétrécissent sur eux-mêmes. Et la comédie romantique, elle fait l'éloge de la différence. Elle raconte que celui qui n'est pas comme toi va t'améliorer. Donc moi, c'est une proposition qui
qui colle avec ma conception de la vie, hein, ce que j'ai envie de raconter dans mes histoires. Et cette dimension politique, elle existe dès l'origine finalement. Elle existe parce que le genre a été inventé au cinéma. Je sais que c'est un gros mot à Cérémania, pardon. Mais je veux dire, à l'origine, ce genre, il a été inventé à Hollywood dans les années 30, alors qu'il y avait une censure terrible qui régnait, qui avait été instaurée par un sénateur, Hayes. C'était le code Hayes. Et tous les scénarios étaient relus à la loupe pour vérifier que ça soit conforme à la morale. C'est-à-dire que grosso modo, la femme ne travaille pas, reste chez elle, elle sourit à son mec quand il rentre le soir. Et en fait, c'est les plus grands films qui ont été fondateurs du genre ont été écrits et tournés à cette époque par Lubitsch, par Around the Corner, par Billy Wilder, un peu plus tard, certains Lem Show. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont rien vu, en fait. Et on peut les remercier, ces censeurs, et leur esprit tout rikiki, rabougri, stupide, parce que grâce à eux, il y a un genre génial qui est né. Et je pense qu'il n'y a rien de plus efficace que ce militantisme par l'humour et par l'amour. Je suis très convaincue, je suis désolée. C'est très très beau ce que tu viens de dire. Donc, coup de foudre. Coup de foudre à Notting Hill, mais par exemple, donc, dans ton livre sur les comédies romantiques, tu as choisi Meg Ryan, la scène culte de quand Harry rencontre Sally. J'ai peur quand tu as commencé à parler. Ah ouais. Et en quoi ce film, du coup, comme le disait Clément sur Coup de foudre à Notting Hill, est aussi finalement politique? Il est extrêmement politique. Je pense que c'est vous allez me détromper peut-être, mais je pense que c'est un des premiers films grand public qui adresse la question du plaisir et féminin et de la manière dont les femmes ont la maîtrise de leur plaisir. Parce que dans cette scène, je sais pas, je pense qu'à peu près tout le monde l'a vu dans la salle, même si c'est du cinéma. C'est Meg Ryan qui mime un orgasme. J'ai ma petite fille qui est dans la salle, ma cadette, qui se cache derrière sa main parce que j'ai dit le mot orgasme. Je suis désolée pour elle. Et oui, chérie. Et, en tout cas, elles sont adultes, tes filles. Oui, mais bon. Enfin bref, pardon. C'était un aparté familial. Et du coup, oui, donc cette scène, elle est super importante parce que Billy Crystal, c'est vraiment le prototype du mâle alpha. Il est sûr que toutes les femmes, ça leur arrive avec lui, quoi. Et donc, elle lui démonte dans un restaurant qui se situe à Manhattan, dans le Lower East Side, qui existe. C'est un vrai restaurant qui s'appelle Katz. Et d'ailleurs, dans ce restaurant, encore aujourd'hui, il y a la banquette où Meg Ryan a eu son faux orgasme. Et il y a un écriteau au-dessus, il y a écrit c'est ici que Meg Ryan s'est assise. Enjoy, en gros, mais ça n'est jamais arrivé depuis. Hein. Je pense que toutes les femmes ont essayé, ça ne s'est pas passé. Enfin pardon. Et c'est pas facile d'être ma fille tous les jours, désolée. Et bref, donc en fait, je trouve ça génial que Nora Ephron, qui est une grande scénariste, je pense que c'est une référence aussi pour toi, hein, Clémence, c'est vraiment la papesse avec Nancy Meyer de la comédie romantique moderne. Et donc dans ce film, ce qu'elle démontre, c'est que les femmes sont en maîtrise de leur corps. Et en cela, c'est extrêmement politique. Et alors, donc Clémence, qu'est-ce qui était politique dans Irrésistible que de confronter votre personnage Adèle à ce deuil et au fait que l'amour allait être impossible de cette manière-là, puisque chaque fois que Arthur s'approche d'elle, elle est bloquée et elle fait des malaises. Oui. En fait, moi, j'ai l'impression qu'on est quand même dans un temps, dans une société qui va à toute vitesse. On attend de nous d'aller très, très vite. Et notamment, on attend de nous de nous remettre en selle, comme on dit, ce qui est une expression quand même terrible, très vite, quoi. Et je pense à tous les niveaux de la société, à tous les deuils, etc. Et je sais que moi, j'ai vécu un grand chagrin d'amour et que autour de moi, je n'avais de cesse d'entendre « mais ça va aller, mais tu vas retrouver, mais vas-y ». Et d'une certaine manière, c'était une sorte d'injonction à aller mieux, une injonction. Et je me disais « mais c'est absurde parce que qui passe vraiment à autre chose quand on est brisé, quoi ? Ça prend du temps. » Et en fait, j'avais vraiment envie de parler de ça. J'avais envie de dire « ça prend du temps et c'est pas très grave, en fait. On a le droit d'avoir besoin de temps. » Et je crois tellement à ça, et j'y crois de manière philosophique, et j'y crois aussi de manière très pratique, c'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui parfois les séries ne prennent pas assez le temps, les films ne prennent pas assez le temps, voilà, donc
Voilà, ça c'est ma quête personnelle. Mais en tout cas, ça c'était super important. Et c'était super important de se dire aussi que dans cette série, Adèle n'allait pas se remettre, en fait. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de réussir à traverser quelque chose, à le vivre, à l'accepter, pour pouvoir en vivre d'autres. Mais voilà. Et je crois que les comédies romantiques, c'est beau aussi, parce que c'est l'endroit des gens qui doutent. Et qui ont besoin de temps, et qui hésitent, et qui ne savent pas. Voilà. Et ça se bâtit là-dessus aussi. C'est-à-dire que le nombre de fois, on voit des rom-coms, on a envie de leur dire, mais allez-y. Voilà, c'est d'où la scène du train, la personne qui se met à courir d'un coup, parce qu'elle décide que oui, bon, ça y est, on va y arriver. Mais que le doute soit possible, ça me semble hyper fondamental, en fait. Alors sur justement l'idée du cœur brisé, j'aimerais qu'on regarde un premier extrait d'Irrésistible que tu as choisi. C'est le moment où Adèle, avec la personne qui lui a brisé le cœur, Trésor, débarque chez son père. Oui, il faut peut-être dire que dans la série, Adèle a une société de podcasts, elle produit des podcasts et elle travaille avec son ex en fait. Donc l'homme avec qui elle a passé plusieurs années, qui lui a brisé le cœur parce que petit défaut d'engagement, il est resté son meilleur ami quoi. Et elle voit pas trop le problème à travailler avec lui, à le garder près d'elle. Et là, elle a le cœur brisé parce qu'elle a refusé une déclaration d'amour que lui a fait Arthur. Et donc là, elle débarque chez son papa. Alors on va regarder cet extrait. Trésor ? Vous êtes de nouveau ensemble ? Non, papa, Ah non. il m'a juste déposé, il s'en va. Ah, je préfère ça. Trésor, vous savez ce que j'en pense ? Oui, bien sûr, pas de problème, c'est mon souris, je file. Bye. Explication de texte. Maintenant, quoi dire c'est très agréable en fait d'écrire ça. En fait, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a à la fois le cœur brisé, à la fois la situation très comique, répétitive, de la famille qui a entendu beaucoup parler de ce trésor, qui croit que c'est encore lui, alors qu'en fait, c'en est un nouveau. Il y a le plaisir de l'écrire et de voir Camélia qui s'amuse en fait à trouver cette façon de parler comme ça, un peu saccadée, d'arriver, le père qui ouvre la porte. Voilà, c'est aussi des codes d'une certaine manière, l'héroïne ou le héros qui s'effondre à un moment. Et c'était vraiment très agréable de l'écrire et de le voir se transformer et ensuite jusqu'au bout de la post-production, le montage, comment on rythme tout ça. Donc je pense que c'est à la fois un canon de la comédie romantique, ce moment d'effondrement, et en même temps ça laisse plein de place aux comédiennes, donc c'est super. C'est quelque chose qu'on retrouve, Marianne, vraiment dans quasiment toutes les comédies romantiques, ce passage de l'effondrement, d'essayer de se retrouver la personne qui va peut-être aider. Là, en plus, le père est kiné, donc il va vraiment l'aider à marcher droit, quoi. Oui, c'est un genre qui est extrêmement codifié. Donc, je trouve que pour un auteur, c'est aussi... alors, certains le vivent comme un carcan. Pour moi, c'est un terrain de jeu et du coup, c'est vraiment ce que je disais en préambule, un défi en fait, parce que cette rupture, ce premier regard, ce premier baiser, cette première nuit, tout le monde l'a vécu. Donc nous, la fantasmer, la transcender. Et puis je pense qu'être scénariste, être auteur, c'est, moi je dis toujours qu'écrire, c'est jouer. Enfin, ça me ramène à mon enfance quand j'étais allongée dans le couloir chez ma mère à jouer au Playmobil, quoi. Donc il y a ce moment de kiff en fait dans l'écriture où on s'empare de quelque chose que tout le monde connaît, même Chérine, mais on se l'approprie, quoi. Et donc ce passage, cet effondrement, en plus je pense qu'on plonge un peu dans nos névroses et dans nos souvenirs pour l'écrire. Et c'est intéressant, moi Christmas Flow, je l'ai co-créé et coécrit avec deux garçons, Henri Deburn et Victor Odenbach. Et chacun sur la table, on arrivait avec notre vie, avec nos souvenirs, avec notre expérience de l'intimité, qui n'est pas la même parce qu'on est trois individus et qui n'est pas la même parce que je suis une femme et que c'est deux garçons. Et que même si on vit dans un monde où c'est un gros... Enfin, j'allais dire des bêtises, donc je me censure. Mais en tout cas, où c'est moins un sujet. En fait, de toute manière... ce qu'on apporte dans l'écriture, surtout quand on aborde l'intime, c'est soi, en fait, sur la table. Donc, on arrive avec ses chagrins aussi, Clémence, je suppose. Et vous, quand vous interprétez un personnage dans ce registre-là, Chérine, du coup, vous imitez aussi forcément de vous-même, et ça fait ressurgir peut-être
des choses telles que les scénaristes, ceux qui ont imaginé ces histoires, ont pu les vivre? Fait ressurgir, pas forcément, mais c'est très vrai ce que tu dis. Moi, je me suis énormément amusée à jouer ce personnage parce qu'il y a une certaine légèreté quand même, et puis le côté très, très vrai quoi, de la situation. On l'a toutes et tous vécu plein de fois, les chagrins d'amour, où il y a les copines qui viennent à la maison pour nous réconforter. Enfin, c'est des trucs qui ont été répétés. Donc, c'est encore une fois, très naturel et spontané. Et du coup, ça nous permet, nous, de tenter plein d'autres choses parce qu'il y a moins de... C'est moins codé pour la peine, quoi. Et en tout cas, en tant que comédienne, ça a été vraiment très, très jouissif, très agréable de jouer Lila, quoi. Alors, dans les choses que l'on retrouve dans les comédies romantiques, il y a aussi cette idée qu'il y a des personnages secondaires qui vont avoir un rôle hyper important dans la romance que l'on raconte, mais peut-être que dans les séries, on a encore plus d'espace pour les faire vivre. Et donc, il y a un deuxième extrait d'Irrésistible que tu as choisi, où là, on est typiquement... Alors, on a Arthur, qui n'est pas un personnage secondaire, mais il est avec sa sœur, qui, elle... vit une histoire d'amour, et cette histoire d'amour, de l'histoire de sa sœur, est totalement secondaire, annexe, mais finalement ça nourrit complètement l'histoire d'Arthur. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu voulais ce moment-là d'échange entre Arthur et sa sœur? Oui, je trouvais ça intéressant de parler de ça, parce que quand même la série c'est des personnages, et donc il faut déployer des personnages, et souvent quand on écrit on essaye de créer des miroirs en fait entre les personnages. Il faut que ça résonne, il faut que l'histoire d'un duo résonne avec l'autre, etc. Donc la résonance, elle va se faire soit par la comédie, donc de façon très simple, on va avoir un personnage très taiseux qui va être avec quelqu'un de très bavard. Là, en l'occurrence, on a le personnage d'Arthur, qui est un personnage principal, qui est un mathématicien de l'amour, mais qui est quand même un peu coincé, on va dire. Voilà, c'est quelqu'un qui a du mal avec ses sentiments. C'est quelqu'un, vous allez le voir dans l'extrait, qui, là, sait pas trop quoi faire, parce qu'à la fois, il est déjà engagé avec quelqu'un, et il vient d'avoir un gros coup de cœur pour le personnage de Camélia. Donc lui, il est tout, enfermé dans ses contradictions. Et en face de lui, sa petite sœur, elle, au contraire, elle a de la gouaille, elle y va, et elle est parfois un peu trop intense. Vous allez voir aussi pourquoi. Et ça, c'est pareil, en termes d'écriture, c'est très, très agréable de travailler ça et de se dire comment les histoires vont résonner les unes avec les autres. Et puis, voilà, encore une fois, laisser l'espace aux comédiens pour que la comédie, parce que là, on ne parle pas de comédie dramatique, il y en a plein, hein, mais là, on parle vraiment de comédie romantique, donc il faut qu'il y ait toujours ce sourire quand même dans les séquences. Et ça, on y pense dans l'écriture, et c'est très dur, en fait, d'essayer de faire sourire ou de faire rire. Donc, voilà, c'est la tentative. Alors, on va regarder cet extrait, puis après, il faudra quand même expliquer pour ceux qui n'ont pas vu Irrésistible ce qu'est un mathématicien de l'amour. Ça ferait une petite série AB, hein, le mathématicien de l'amour. On regarde l'extrait de Irrésistible. Moi Arthur, t'es relou là, c'est toujours pareil, tu m'appelles pour qu'on se voit, je sais que t'as un truc à me dire, tu parles de banalité, et 5 minutes avant la fin, tu balances mon dossier. Quel dossier? Je sais pas moi, mais je bosse dans 5 minutes, donc balance. Ok. Je crois que je suis en train de tomber amoureux de quelqu'un. Ah bon? Et qui? Bon, je peux pas te dire. Ce qui est génial dans Irrésistible, c'est que les lieux où se passent vos scènes renvoient aussi à plein de codes de la comédie romantique. La patinoire, c'est un lieu de comédie romantique? Mais oui, et en fait, moi, ce que je trouve très agréable en tant que scénariste, c'est que, en fait, il ne faut pas avoir peur des endroits attendus. Au contraire, en fait, c'est une grande force. C'est comme si on disait, on veut faire un polar, mais qu'il n'y ait pas trop de policiers, pas de recherche, pas de panneaux avec des coupables. En fait, c'est pas possible. C'est juste que dans ces codes-là, il faut s'amuser. Un western, il y a des chevaux et des cow-boys. Enfin, voilà. Et donc, la comédie romantique, il y a tous ces endroits où on peut aller piocher. Le fait de se faire tremper d'eau au moment où on doit faire une déclaration, le fait de se casser la figure devant la personne qu'on aime, et aussi le fait d'avoir des bons confidents. Et ça, c'est très agréable parce que la confidence, évidemment, ça permet de faire avancer le récit. On a besoin d'avoir des personnages qui disent ce qu'ils ressentent, qui parlent de leurs contradictions, parce que sinon, c'est très compliqué de les avoir, en fait, à moins qu'ils aillent chez le psy ou à moins d'avoir une voix off. Mais voilà, en tout cas, les bons confidents, c'est quand même très, très agréable. Et après, on a plein d'endroits, là, dans cette séquence, donc c'est la bonne confidente
en tout cas, voilà, qui vit aussi quelque chose, son histoire d'amour ne va pas avancer à la même vitesse que celle du duo principal, mais elle avance aussi, on la suit, et elle nous permet de nous identifier également. Et là, bah, voilà, quand on voit l'extrait, on se rend compte aussi qu'il y a une partie de la tonalité qui est induite par la musique, en fait, et que le choix au montage, il n'est pas du tout... Enfin voilà, il apporte aussi quelque chose sur le ton qui est hyper important. Oui, parce que ce qui ressort aussi de la comédie romantique, c'est effectivement les bandes-sons. On se souvient aussi beaucoup des bandes-sons. Est-ce que, justement, cette idée des passages obligés, c'est ce qui fait que la comédie romantique, même quand elle est au cinéma, finalement, est la forme de cinéma qui se rapproche le plus de ce qu'on attend d'une série? Parce que dans une série aussi, on attend les passages obligés, souvent. Donc, est-ce que c'est comme ça que Marianne, tu peux l'analyser aussi? Je suis pas sûre parce que j'ai l'impression que tous les genres ont leur code en fait. Un polar, il y a des passages obligés. Je suis pas sûre. Je suis un peu. Parce que pour autant, dans ton livre, tu expliques bien qu'il y a quand même plein de passages obligés. Et alors oui, dans le polar, le cadre, les typologies de personnages, etc. Bien sûr, mais ensuite, ça peut. Il n'y a pas forcément tous ces petits repères. J'ai l'impression que tous les genres ont des. Enfin, ce qu'on a en écriture, en fait. En termes savants, on appelle ça des story beats. Tous les genres sont codifiés et dans tous les genres, tu peux les découper voilà, tu dois passer par là et c'est une libération. En fait, si tu arrives à t'exonérer de ça et te libérer des gens qui t'ont inspiré, qui t'ont amené à ce genre-là, oui, tu vas t'éclater avec ça. Mais je pense que c'est commun à tous les genres. Et je suis désolée parce que du coup, je réponds pas comme j'aurais dû. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme ça, on pose des questions, puis ça marche ou ça marche pas. C'est la vie. Mais c'est super ta question en tout cas. Elle se fiche un peu de moi. Alors, revenons sur ce mathématicien, parce que ça m'intéresse. Ce qui est intéressant souvent dans les comédies romantiques, c'est que même si donc il y a des passages obligés, en revanche, on attend toujours la petite surprise, ce petit truc qui va faire qu'on va mettre un personnage peut-être qu'on n'avait pas forcément vu. Un mathématicien, là, typiquement, Arthur, comment il est né déjà ce personnage pour en faire un succulent personnage de comédie romantique, mais tout en étant mathématicien, travaillant sur des algorithmes, J'étais en train de penser, pardon, à ce que vous venez de dire. Oui. Et juste, je voulais peut-être ajouter quelque chose. C'est que j'ai l'impression que si on prend des codes de dramaturgie hyper classiques et qu'on se dit, voilà, en gros, un récit, il y a une situation initiale, il y a un élément déclencheur et ensuite il y a des péripéties. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on a dit à peu près tout, je pense, sur la dramaturgie la plus classique. Bah, nous, on sait que les balises, ça va être la situation initiale. Qui sont ces deux personnes? Est-ce qu'ils cherchent l'amour? Est-ce qu'ils ne le cherchent pas? Est-ce que ça leur tombe dessus ou non? L'élément déclencheur, ça va quand même toujours être la rencontre amoureuse. Et après, on va avoir des péripéties. Et en fait, je trouve que c'est ça qui induit un genre. Et on sait que souvent, le western, ça va être les retrouvailles entre les deux cow-boys qui se détestent, ou j'en sais rien, la quête, ça va être tiens, petit Frodon, prends cet anneau. Voilà. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que dans ces codes de dramaturgie qui sont tellement vastes, mais qui sont vraiment des piliers, voilà, de se dire où est-ce qu'on est, nous, dans la rom-com et comment on va la structurer aussi par rapport à la fin. Et on sait bien que ça ne va pas du tout induire la même tonalité si à la fin, ils ne sont pas ensemble ou s'ils le sont, par exemple, tout simplement. Et donc, moi, je sais que ce qui m'a beaucoup aidé quand j'ai structuré la série, c'était de me dire comment ça va se finir, en fait. Quelle va être la fin, quelle va être la scène de retrouvailles. Et on se souvient beaucoup des scènes de retrouvailles dans les comédies romantiques. Souvent, c'est des moments particulièrement mis en scène. Voilà. Et du coup, je n'ai pas du tout répondu, mais je pensais à ça pendant que vous discutiez. C'est l'art du contretemps par rapport à mes questions. Mais tout le monde sabote. C'est dans les comédies romantiques aussi, le contretemps. Et du coup, comme Clémence l'a précisé, moi je suis hyper d'accord avec ce que tu dis. Et je dirais même que la fin, en fait, c'est le point de vue, en fait. Là où on va arriver, on doit le déterminer pour savoir ce qu'on veut dire. Et c'est ce qui, pour moi, différencie complètement une comédie romantique qui n'a aucun intérêt, c'est-à-dire du Canada Dry. Pardon, on ne doit pas faire de pub. Et une œuvre, en fait. Une œuvre, derrière une comédie romantique est une œuvre. Il y a un auteur, une autrice, quelqu'un qui a un regard, quelqu'un qui veut dire quelque chose du monde dans lequel il vit. Et il s'empare du genre
pour le dire, et c'est pour ça que c'est absolument fondamental. Enfin, effectivement, moi, c'est la première question que je me pose quand je commence un projet, c'est qu'est-ce que je veux dire? Et après, comment je vais le dire? Mais qu'est-ce que je veux dire, quoi? Et parfois, il peut y avoir une sorte de mépris quand même pour la comédie romantique dont on pourrait croire que parce qu'il y a des passages obligés, c'est moins écrit, ou alors c'est moins structuré. Ce n'est pas vrai du tout. En fait, c'est tout aussi structuré. Et d'ailleurs, moi, je me suis quand même penchée, même sur les scénarios en fait, des films et des séries, et on se rend compte qu'en termes de structure, c'est très compliqué. Donc vraiment, j'insiste sur ça parce que la dramaturgie, elle est vraiment réelle. Et là où je te rejoins aussi, c'est que sur la fin va induire aussi le ton. Et je pense par exemple à Normal People, qui n'est pas du tout une comédie romantique, mais qui est une romance et qui est vraiment une histoire d'amour bouleversante, avec une situation initiale, cette différence sociale entre eux, la rencontre qui est vraiment l'élément déclencheur, mais ensuite toutes les péripéties qui vont suivre vont plutôt aller du côté du drama en fait. Mais au fond, la structure, elle n'est pas si loin. Ce qui va changer là-dedans, c'est la tonalité. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'une fois on s'est un peu formulé ça en termes de code, et ben on sait l'endroit où on va pouvoir naviguer, nous, en tant que scénaristes. Et en fait, c'est là qu'on peut chercher peut-être des choses qui sont parfois plus complexes. Et je pensais à Phoebe Waller-Bridge et à Fleabag, où il y a à la fois une dimension très comédie, quand elle s'adresse à la caméra et qu'elle dit « Oh mon Dieu, ses avant-bras sont tellement sexy », et en même temps très drama, parce que voilà, on sait où ça va, je ne spoilerai pas, mais voilà, c'est... Voilà, je crois que c'est là-dedans qu'on peut commencer à s'amuser, et aussi en se rappelant à quel point ça respecte des codes de dramaturgie qui sont assez difficiles en fait. Marianne ? Oui, alors évidemment, Fleabag, mais j'ai une référence, je pense que elle sera tienne aussi. Chérine, si tu ne l'as pas vue, regarde-la. Il y a une série qui avait été présentée à Cérémania, je crois, il y a 2 ans, qui est pour moi une référence absolue dans ce qui se fait aujourd'hui d'intéressant. We Are Lady Parts. Qui raconte la constitution d'un groupe punk de femmes anglaises d'origine, de confession musulmane, et en fait elles ont chacune un rapport différent à l'islam, de la laïque à la nana qui est vraiment intégralement voilée, et en fait c'est une entreprise d'émancipation, ce groupe de punk qui est extraordinaire, enfin c'est super drôle, et surtout sa créatrice qui est aussi la réalisatrice, Nida Manzour, elle a vraiment bousculé et fait bouger les lignes, elle adresse tous les préjugés racistes qui sont hélas bien vigoureux en Angleterre, et du coup elle a adopté la structure classique de la comédie romantique, mais et c'est là où je pense qu'on atteint l'œuvre, c'est quand on la twist. C'est sûr que c'est déjà comme quand on apprend à jouer du piano, il faut connaître le solfège. Après, une fois qu'on connaît le solfège, on s'éclate. Et je pense que la structure de la comédie romantique, enfin en tout cas pour ce qui m'occupe, parce que je suis plus monolithique que Clémence, qui est vraiment un chef d'orchestre, une fois qu'on la maîtrise, oui, alors là, on va aller toucher des choses, on va parler du monde dans lequel on vit, de la société dans laquelle on vit, et on va pouvoir dire ce qu'on a envie de dire. Et en ce qui me concerne, Christmas Flow, grâce à Chérine, qui a été vraiment géniale dans la série, avec Marion et Aloïse, qui ont incarné 3 personnages féminins forts et avec des caractères, et en même temps des visions plurielles du féminisme, qui était hyper important pour moi. S'il y a une chose qui était importante pour moi, et qui est importante pour moi dans tout ce que j'écris, c'est la diversité dans la diversité. Je suis tout à fait contre le fait de se dire, voilà, on va prendre un noir, un arabe, un truc, et comme s'il existait une façon d'être noir, une façon d'être arabe, une façon d'être femme. Et ce qu'elles ont fait grâce à Nadège Loiseau, la réalisatrice, qui a été extraordinaire, qui a apporté une humanité dans cette série incroyable, c'est vraiment d'incarner la pluralité des voix féministes. Et en tant que mère, parce que j'ai aussi une deuxième fille qui est là, pardon, je vous promets, j'en ai fait que 2, donc je m'arrête là. C'était super important pour moi qu'on représente le féminisme de manière complexe, et que soit représenté à l'écran le débat au sein du féminisme, et voilà, qu'on ne soit pas caricatural. Alors, puisque tu introduisais Christmas Flow, et on va voir un extrait dans un instant, pour autant, l'histoire de Christmas Flow commence par une rencontre, mais qui est une rencontre qui se passe comment ? Eh ben, pour le coup, dites-moi si je me trompe, mais je pense que ça fait aussi partie un peu des codes que vous citiez. C'est 2 personnages qui ne s'aiment pas du tout, qui se détestent, qui ne se supportent pas, parce qu'ils ont chacun une vision de l'autre et de ce que l'autre fait. Donc à la base, c'est une rencontre qui semble être
comment dire, qui semble déjà prometteuse, parce qu'il y a des petits clins d'œil, il y a des petites choses, on sent qu'ils se plaisent. Et en fait, une fois qu'ils découvrent ce que chacun fait dans la vie, là, ils se disent oui, 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 oui. Parce qu'en fait, ils ont déjà des a priori sur ce que fait l'autre. Donc lui, il est rappeur. Donc elle s'imagine, elle se dit c'est bon, c'est le rappeur qui. Enfin, en plus, il avait, il me semble, un scandale à ce moment-là. Oui, il y a un scandale autour d'une chanson. Absolument, du coup, qui est aussi très actuel. Et elle a un média féministe, donc qui a dénoncé aussi ce qu'il a fait. Donc voilà, ils se rencontrent à ce moment-là, ils se détestent déjà. Donc ils ont rien pour... Absolument rien. Et ils se rencontrent à Noël dans un grand magasin, là encore lieu typique de comédie romantique. Marianne, tu voulais compléter ? Ils ont même tout en fait pour pas. C'est pas qu'ils ont rien, c'est qu'en fait ils ont tout. Enfin, il y a 100% de chances qu'ils se haïssent, quoi. Mais du coup, scénaristiquement, c'est intéressant parce que voilà, ça nous ouvre un espèce de terrain de jeu. Enfin, moi, dans comédie romantique, comédie est très important pour moi. Enfin, si mon cœur devait pencher quelque part, ça serait du côté de la comédie. Et ce que je trouvais intéressant, c'est d'avoir comme ça des antagonismes très prononcés au départ, et ça permet vraiment de jouer après et d'aller vers la douceur. J'aime bien faire le chemin vers la douceur, et je déteste le réalisme en tant qu'autrice. Enfin, je veux dire, j'adore les documentaires, mais je ne regarde pas une série ni un... Je ne vais pas dire film, c'est mal, une série, pour qu'on me raconte ce que je vois tous les jours. Moi, j'ai envie, pour moi, les séries, c'est des endroits de fantasme, en fait. C'est des endroits de jeu, c'est des endroits où... Vous savez, je sais pas, dans le métro, quand quelqu'un raconte sa vie hyper fort et que vous êtes fatigué parce que vous avez une longue journée et que vous avez envie de prendre le téléphone et le jeter, vous savez, par la fenêtre du métro. Je veux dire, moi, ça m'arrive assez souvent. Et en fait, dans les séries, on le fait, quoi. Et j'aimerais pas, la série, on me dit, pardonnez-moi, est-ce que vous pourriez parler un peu moins fort ? Moi, ce que j'aime, c'est que la nana, elle se lève, elle prend le téléphone, elle dit sorry. Voilà. Et je trouve que du coup, de partir d'antagonisme, c'est ce que tu disais dans Notting Hill, c'est vraiment, je suis complètement d'accord avec toi. En vérité, il est ultra féministe, ce film. Parce qu'en fait, il inverse les rôles. Le conte de fées, c'est Hugh Grant qui le vit. Alors, évidemment, on va se dire, la loose de l'amour, quand c'est Hugh Grant, on y croit moyen quand même. Même dans sa pauvre petite librairie, on se dit que bon. Mais quand même, voilà, et je m'emporte comme ça. Mais, Clémence ? Non, mais d'ailleurs, dans Couture dans Notting Hill... encore une fois, c'est de nouveau des oppositions, c'est-à-dire qu'il est avec le colocataire le plus loin de son caractère qui soit possible. Et il y a cette scène géniale où il y a tous les paparazzis qui sont devant la porte, vous vous souvenez ? Et donc Hugh Grant est terrorisé et l'autre, il y va, il ouvre la porte et il monte ses biceps, etc. Et l'acteur est vraiment génial. Et il est construit comme ça, c'est-à-dire que c'est à la fois un miroir parce qu'il va vivre une histoire d'amour avec la petite sœur de Hugh Grant, les petites sœurs, les petits frères, machin, c'est toujours bien pratique comme personnage aussi. Mais il est aussi en caractère... voilà, il appuie sur le côté libraire, discret, en étant lui, au contraire, quelqu'un qui est vraiment beaucoup plus à la marge. Et donc, c'est toujours pareil. Les histoires de caractère, c'est d'autant plus important. Et juste pour rajouter un petit truc, oui, mais effectivement, le fait que ce soit complètement, que tous les opposent, c'est ça aussi qui crée énormément de situations comiques, qui en tout cas, moi c'est ce qui m'attire le plus, c'est ce qui me fait rester en me disant, à quel moment, même si on sait très bien qu'ils vont se rencontrer, à quel moment ça va matcher, comment on va y aller, quoi. C'est effectivement ça qui est aussi intéressant en tant que spectatrice, je trouve. Et moi, ce que j'ai trouvé incroyable, parce que c'était la première fois que Chérine, elle tournait dans une comédie, et franchement... merci, quoi, parce que en comédie, le tempo, jouer de la comédie, c'est très dur. Écrire de la comédie, c'est très dur. Tourner de la comédie, c'est très dur. Une blague, une seconde plus tard, une seconde trop tard, c'est pas drôle, quoi. Et voilà, quoi. Merci. Et pour en revenir, du coup, à ce que tu disais aussi par rapport à tous les personnages secondaires qui vont graviter, qui sont très présents en fait dans la comédie romantique, et ça c'est génial en tant que déjà en tant que spectateur de la richesse de ce que tu vas voir, mais même en tant qu'actrice, du coup en fait tu es vachement soutenue et tu as moins de choses à porter, donc il y a plus de partage, et le fait de créer ensemble, ça facilite tellement ce qu'on veut raconter et comment on veut le raconter, et les situations en sont que plus drôles parce qu'on est plusieurs à créer ce moment, et puis tu as effectivement la réalisatrice qui est aussi là pour vérifier le bon timing, le bon tempo, respecter le texte, et voilà, effectivement c'est vraiment comme c'est un travail de groupe finalement. Et je pense que ce qui est intéressant, et je pense que toi aussi c'est quelque chose d'important pour toi, c'est la sincérité. Je pense qu'écrire une comédie romantique, je pense que ça nécessite de la sincérité. Il y a une once de cynisme
Et enfin, je dirais, il n'y a pas d'humanité à l'écran, en fait. En fait, il peut y avoir, je crois, des personnages cyniques. Oui. Enfin, Harry, dans Harry rencontre Oui, Sally, bien sûr, voilà. mais En fait, on sait qu'au fond de lui, c'est un petit cœur fondant. Mais en tant qu'auteur, je pense qu'il faut être sincère. Mais je crois que nous, effectivement... Mais ceci dit, moi, j'ai la sensation quand même, mais peut-être que c'est aussi une affaire de goût, que même un polar ou un drama, si je sens du cynisme de la part des auteurs, moi, c'est quelque chose qui me laisse sur le carreau. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir, encore une fois, des situations ou des personnages cyniques, mais je pense que ce n'est pas une bonne manière d'aborder la fiction, puisque la fiction est censée embrasser le public, est censée venir vous chercher à un endroit qui vous intéresse. Donc je crois que même dans les exemples récents de drame, on va aller complètement à l'opposé du spectre. Il n'y a pas de cynisme, en fait. Là, je pensais, je sais pas, à Mare of Easttown, où on a le personnage de Kate Winslet qui a des vrais moments de cynisme, parce qu'elle a quand même vécu des trucs terribles, donc elle a de quoi l'être. Mais la série, elle ne l'est jamais. Et je crois que c'est la même chose pour nous, en fait. Ouais. Mais sauf que là, on joue avec notre vie à nous, le quotidien des gens, l'intimité. L'intimité, c'est quand même ce qui nous réunit. Et du coup, le cynisme sur cette matière-là, elle est... c'est dramatique, en fait. Et sinon, pour revenir sur les personnages secondaires, je voulais juste dire que Richard Curtis, il a écrit toujours les mêmes personnages. Donc, c'est le scénariste qui a écrit Notting Hill. Et c'était déjà les mêmes personnages. Déjà la sœur dans 4 mariages. Enfin, il a ses obsessions, il est à fond sur ça, quoi. Et à chaque fois, ça doit être incroyable. Il sculpte le même personnage et il s'améliore, et s'améliore, et s'améliore. Il est monomaniaque aussi, je crois. Alors en parlant de ces personnages secondaires, on va regarder un extrait de Christmas Flow que j'ai sélectionné parce que je trouve que ce qui ressort finalement de cette série, c'est qu'il y a des personnages secondaires qui en fait qui arrivent finissent par être au centre de la série. Au départ, donc il y a cette opposition entre ce rappeur et cette militante, leur histoire d'amour possible, impossible, enfin tout est fait pour que, a priori, ça ne marche pas. Mais au fond, ce qui va marcher dans cette histoire, c'est la relation que vous montrez dans la série autour des relations entre votre personnage et ses amis. Et ses amis, absolument. Et c'est ça que j'ai adoré dans ce scénario et dans cette série et même dans la vraie vie de jouer avec ces filles-là. C'est justement cette histoire d'amour, mais pour le coup amicale, qui elle va être là, solide, qui va certes permettre de faire avancer le récit comme tu le disais si bien, mais qui a été même pour moi personnellement ce que j'ai préféré finalement dans cette série, c'est cette sororité, ces filles qui sont ensemble coûte que coûte, qui traversent tout et qui en même temps elles aussi ont leurs histoires en parallèle et même là d'ailleurs on a, comme tu dis, on a l'histoire d'amour dans l'histoire d'amour, ou même entre elles il y aura des ruptures, il y aura des retrouvailles, et c'est hyper intéressant de jouer sur ces deux tableaux là. C'est hyper enrichissant en tant que personne humaine et dans la série, surtout qu'effectivement c'est aussi la vraie vie, quoi. C'est tellement la vraie vie, c'est génial. Donc on va regarder un premier extrait, puis Chirine, tu nous expliqueras comment tu as vécu ces tournages donc, de ce type de scène-là, donc mené par Nadège Loiseau. On regarde le premier extrait. Attends, j'ai un plan. On prend la chemise, on les sort. Chut. On fait de l'huile essentielle de Marcus. C'est bon, elle dort. On peut se faire grave de la moula avec ça. C'est une super bonne idée, je vais y penser. Attends, il y a un truc que je comprends pas. Quoi? Vous êtes sur le toit, il t'offre sa chemise, vous êtes collés serrés. J'ai la nausée tellement c'est romantique. Mais ça, c'est pas plutôt le champagne? Si, c'est sans doute le champagne, d'ailleurs je vais me servir assez rapidement. C'est pour en revenir à la sincérité. Ce moment-là était tellement chouette et lâcher prise que j'ai appelé la comédienne par son vrai prénom, Estelle, et non pas par son prénom de personnage. C'est marrant. Donc comment ça s'est passé le tournage de ce type de scène? Est-ce que vous sortez par moment du scénario, enfin des dialogues Tu sais, ça dépend tellement du lien que tu crées. Tu parlais de sincérité, et pour moi, c'est vraiment, en tout cas, mon point de vue à moi, Chirine, c'est vraiment la base à mes yeux, de créer du lien avec les gens, que ce soit pour la caméra, à savoir avec les comédiens, comédiennes, ou même avec les techniciens, parce qu'il y a quelque chose, comme je dis, qui se crée ensemble, qui se travaille ensemble avec la réalisatrice, avec le chef-op. J'ai pas eu l'occasion de rencontrer Marianne avant, mais voilà, il y a quelque chose quand même qui se crée, on est tous ensemble. Et donc, quand
pour le coup, la sincérité de nos liens réels en tant que nous-mêmes était tellement là et tellement fort que ces scènes-là étaient fabuleuses à jouer parce qu'en gros, on nous disait kiffez, aimez-vous, profitez. Et en fait, il y avait quelque chose de très simple. Et là, oui, en fait, tu improvises, quoi. Tu te permets des trucs, tu te permets tellement de choses parce que tu es à l'aise et que ça existe et que tu peux te permettre des câlins, tu peux te permettre des choses qui ne sont pas écrites, des phrases. Et en tant que comédienne, c'est extraordinaire et j'ai pris énormément de plaisir. Encore une fois, le scénario était super, mais pour le coup, les personnes avec qui j'ai travaillé étaient fantastiques. Et là, donc, tu parlais de la sœur aussi. Ben, là aussi, il y a une sœur complètement loufoque qui est génialissime, qui a été aussi interprétée par une super comédienne. Et tout marche tellement simplement quand il y a de la sincérité. C'est assez magique. Marianne ? Oui, je voulais juste dire que c'était ma première... mon passage à l'acte en tant que scénariste, c'était ma première expérience. Et en fait, il y avait quand même eu une comédie romantique dans la comédie romantique, parce que je pense que Chérine, Marion et Aloïs, je pense qu'elles sont un peu... On était ensemble vendredi soir, voilà. À la maison. Avec je crois que vous avez un groupe WhatsApp qui s'appelle Les Simones, je crois. Absolument, on a gardé le nom de leur média. J'ai vécu une bromance avec Nadège Loiseau, la réalisatrice. On ne se connaissait pas, on s'est rencontrés et depuis, on ne s'est plus quittés, quoi. Et c'est quelqu'un dont j'adore l'humanité, j'adore la tendresse. Cette sincérité incroyable qu'elle a quand elle regarde les gens et qu'elle traite tout le monde d'égal à égal et d'une manière vraiment sincère, quoi. Et son cinéma, puisqu'elle est aussi réalisatrice de cinéma, il est traversé par cette humanité. Et je pense que je suis vraiment heureuse que les Simones existent comme elles existent, et je pense que le regard qu'a posé Nadège et votre amitié. Moi, je pense sincèrement qu'il n'y a rien de mieux pour parler de l'amour, quoi. Quand il y a du vrai amour dans le cœur des gens et que ça se partage, ça se voit tellement à l'écran. Et on m'a beaucoup d'ailleurs parlé de notre trio avec les filles dans cette série, Les Retours que j'en ai eu, les gens avec qui j'en ai discuté. C'est ça qui ressortait vachement, parce que je pense que c'est ça qui est aussi vachement attachant, de voir que les gens sont vrais. Et je pense que quand on regarde des séries, ou en tout cas des rom-coms, on a envie de ressentir des choses, quoi. On a envie de ressentir l'amour, parce qu'en même temps, c'est la promesse du projet. De toute manière, l'amitié, la définition, si je devais faire des maths, comme ton perso, je dirais, pour moi, l'amitié, c'est l'amour moins le sexe. Donc, je pense que c'est une comédie romantique, aussi une histoire d'amitié, quoi. Alors, on pourrait penser que c'est la fin, puisqu'il y a un happy ending, là. Quasiment. C'est pas la fin de la conférence. La question de l'amitié et de la sororité, c'est aussi, on le voit aussi dans Irrésistible, ce type de scène entre Adèle et ses sœurs. Enfin, il y a quelque chose qui se passe aussi. En quoi c'est des passages importants aussi à mettre, justement, ces moments d'amitié, ces moments de rapport entre sœurs, ou entre frères et sœurs. D'ailleurs, vous m'avez volé ma copine, vous avez volé Marion Séclin. Dans la démarche du récit, de la comédie romantique, d'avoir ces moments-là. Peut-être tout simplement parce que les choses existent quand on les formule. Et donc un personnage qui ne formule pas, qui ne dit pas, l'histoire ne peut pas advenir, en fait. Et donc on a vraiment besoin d'avoir des moments qui mettent en lumière, parce que comment une histoire d'amour existe, elle existe socialement et elle existe dans ce qu'on en raconte. C'est pour ça que quand on vit une rupture, on a tellement besoin de raconter et de faire des boucles. Parce que c'est seulement en faisant des boucles et en racontant 1 fois, 10 fois, 20 fois qu'on va réussir soi-même à comprendre ce qui s'est passé. En fait, moi, je crois beaucoup à ça, en fait, au fait que la verbalisation apporte l'existence concrète d'un chagrin ou au contraire d'un bonheur, en fait. Donc évidemment qu'on a besoin de ces scènes et qu'on a besoin que les personnages autour, la famille ou les amis, soient vraiment le réceptacle de ce que vont vivre les personnages. Et toute la question, quand on est scénariste, c'est que on n'a pas envie d'avoir des scènes qui sont redondantes. C'est-à-dire que si on voit exactement la même chose que ce qui s'est passé, il vient de me quitter, c'est pas intéressant. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la personne le vit. C'est-à-dire que la personne dise, il me manque déjà, j'ai envie de le revoir, ou j'ai pas envie. Enfin, en tout cas, qu'il y ait une information de plus, sans pour autant tomber dans une scène explicative. Mais voilà, donc je crois qu'il faut entourer les personnages d'autres personnages qui peuvent faire résonner, encore une fois, les problématiques qui sont des problématiques purement intimes, donc de l'ordre presque de la chronique, même si là encore en série c'est devenu un gros mot, mais ce qui est d'ailleurs dommage, il me semble, parce qu'au fond on ne parle que de ça, hein. Mais voilà, dans tout cas, structurer, notre job en tant que scénariste, c'est ça, c'est de faire des dialogues qui permettent à la fois de faire avancer l'intrigue et en même temps de conserver l'empathie pour les personnages.
Alors on va regarder un deuxième extrait de Christmas Flow qui est un de tes choix, Marianne. On va le regarder, c'est encore les trois filles ensemble dans une voiture. Avec de la musique encore aussi, de plusieurs passages obligés. On regarde l'extrait et puis Marianne, tu expliqueras un petit peu ce qu'il y a finalement derrière cette scène pour toi. Mais il t'a cru? Bah pas besoin. Puisque comme j'ai commencé par lui proposer qu'on aille boire un verre, bah il m'écoutait plus du tout. Bien joué. Très énervé. Donc là, la voiture, voilà, lieu qu'on retrouve dans beaucoup de comédies romantiques, la musique. Marianne, cette scène, pourquoi le choix de cette scène? Je l'ai choisie déjà parce que je trouve qu'elle illustre magnifiquement ce qu'on disait, c'est-à-dire la complicité incroyable qu'il y a eu entre Chérine, Marion et Aloïse, parce qu'elle dit la pluralité du féminisme, parce que ces trois personnages ont une relation vraiment singulière à leur engagement féministe, que c'est un sujet de débat entre elles. Donc c'est important pour moi parce qu'une comédie romantique, c'est aussi de la complexité, c'est quelque chose de subtil. Souvent, on nous enferme. Alors, on nous renvoie au film Hallmark, vous savez, ces trucs de Noël là, dégoulinants de chez Dégoulinant. Et en fait, c'est la marque de carte postale un petit peu mochasse, avec qui a Susanna, une chaîne de télé. Voilà, une chaîne qui de passe télé, que ça à Noël, et c'est des Susanna téléfilms. qui Tous les tombe téléfilms amoureux, de Noël voilà. de TF1, par exemple, souvent, émanent parfois M6 de cette chaîne-là. Et moi, je trouve ça problématique parce que on ne renverrait jamais, par exemple, l'inspecteur Derrick, tout le monde le connaît, et on ne le comparait jamais un film de Scorsese à l'inspecteur Derrick. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien cette scène, parce qu'elle est moderne, elle est avec une bande-son qui est très éloquente. Hein, je pense que tout le monde a compris ce qu'elle dit. Et voilà, ça me permet de montrer quelque chose qui est très important pour moi, c'est-à-dire que le combat féministe est pluriel. Oui, c'est ça que j'ai trouvé aussi génial avec cette mini-série, c'est que ça sort totalement, déjà moi, du cliché que je m'en étais fait de l'histoire des comédies romantiques, d'une histoire d'amour où en fait elle est dévastée parce qu'elle perd le mec qu'elle aime. Enfin, il y avait quelque chose que j'avais en tête qui n'existe pas du tout ici. Et c'est ce que j'ai adoré, c'est ce que racontent aussi ces filles, ce qu'elles représentent actuellement, même pour moi. Le personnage de Lila, je l'adore parce que justement, elle est pas, elle est hyper indépendante, elle se bat pour ses valeurs, pour son ambition, elle croit en ses rêves, elle essaye en tout cas de faire du mieux qu'elle peut pour créer son média auquel elle croit, et en parallèle elle tient tête à ce mec là qui est tout choupi, qui pourrait qu'on pourrait très vite tomber on pourrait tomber tout très vite. Et ben non, en fait il y a quelque chose que j'aime beaucoup en elle, de tout le temps se battre, et je trouve que ça représente trop la société dans laquelle on est aujourd'hui, puis même ce que ce mec représente à ses yeux à ce moment là, quoi. C'est génial tout ce que ça dénonce, tout ce que ça raconte. Puis un mot que j'adore en fait, qui est devenu à la mode. La comédie romantique, elle a inventé des mots avant qu'on en parle aujourd'hui, parce que l'intimité, ce qui est super, c'est qu'aujourd'hui, on en parle publiquement. On parle de tout aujourd'hui, et c'est génial. Mais je veux dire, il y a des tas de choses qui ont été inventées par la comédie romantique, notamment la sororité. Et ça fait belle lurette que dans ce genre, la force, le pouvoir de l'amitié féminine, cette solidarité féminine, elle est montrée dans sa puissance, et c'est très important pour moi dans ma vie. En fait, j'ai la chance d'être entourée de créatrices, d'échanger avec des femmes qui sont géniales. Et je pense que même si je suis devenue autrice, il y a beaucoup de femmes qui m'ont aidée à devenir autrice, qui m'ont donné le petit coup de pouce. Et c'est quelque chose d'important en fait dans la vie d'une femme en général et dans la vie d'une créatrice en particulier. Et je pense d'une actrice. Aussi, Chérine, de ce partage, quoi. Oh bah oui, carrément. Moi, c'est ce que j'expliquais. Déjà, c'est extrêmement important. Et puis finalement, tu croises la route de gens qui continuent dans ta vie, comme les filles qui à la base on devait jouer des meilleures copines pour une série, ça finit par être dans la vraie vie. Donc ouais, bah oui, de toute façon, on est bien d'accord que ça représente bien la réalité
et la vie. Juste, c'est important aussi parce que je trouve que même Dernier mot, aujourd'hui, parce qu'après, on va je suis lancer désolée, les mais c'est un questions, sujet du public. c'est un sujet qui me tient très à cœur, la question des relations entre femmes, enfin de l'amitié féminine et tout. Je trouve que encore aujourd'hui, voilà, on glorifie l'amitié masculine, trop cool le match de rugby et tout, et souvent on est encore en train de dire que les femmes sont des rivales et tout. Et je pense que c'est important de dire que non. Et je pense que le média sériel, il permet de le dire puissamment en fait. Voilà. Monsieur, je peux rajouter quelque chose? Oui. Oui, donc toujours par rapport à Après, on va demander au public de poser des questions. Je suis désolée, donc, je vous si prends un peu vous de avez votre des questions, réfléchissez. Ouais. C'est en fait ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans Christmas Flow, qui pour la peine est ma seule référence en rom-com finalement, c'est que justement ce côté le féminisme, le féminisme washing entre guillemets, où on voit le personnage d'Agnès qui est Mademoiselle Agnès, qui en fait veut créer un média féministe, mais qu'en fait c'est juste pour de la fame et pour faire comme tout le monde et pour faire à la mode. Donc il y a aussi plein de choses qui sont dénoncées dans cette série, la misogynie, enfin, ce qui peut se dire dans les chansons de rap par rapport à la femme qui sont absolument terribles et très violentes aussi. Tout ça aussi existe autour de cette histoire d'amour, et je trouve ça génial qu'on dénonce ces choses-là à travers des comédies romantiques, parce qu'il y a justement cette douceur qui fait que c'est moins frontal, moins violent, et qu'on est peut-être plus capable d'écouter, ou en tout cas voilà, il y a quelque chose, je pense, dans l'inconscient, ou une discussion qui peut exister autour de ça, qui va être beaucoup moins violente et qui va être plus simple à digérer et à accepter. Alors, qui souhaite poser des questions? Alors, monsieur devant, il y a monsieur ici. Alors, on commence, voilà, monsieur à gauche, et puis après, monsieur au centre. Allez-y, allez-y. Bonjour, j'aurais une question pour Madame Lévy et Madame Perdria, s'il vous plaît. Alors, je fais partie des personnes cherchant à faire une reconversion professionnelle dans le métier de scénariste. Et malheureusement, on se heurte actuellement à 4 difficultés. La première, c'est que c'est compliqué de poser des questions à des scénaristes professionnels sur le parcours, parce qu'en général, il faut passer par leurs agents et on a rarement de retour. La deuxième, c'est que c'est difficile de rentrer dans le milieu des scénaristes. Par exemple, il y a très peu d'élus pour tout ce qui est concours de la FEMIS et du CEEA. La troisième difficulté, c'est que généralement, quand on a 30 ans comme moi, on nous répond souvent que c'est trop tard parce qu'on est considéré comme trop vieux. Par exemple, la formation écriture de série de la FEMIS est réservée pour les moins de 30 ans, et le tremplin de la Série Mania Institute, c'est pour les moins de 25 ans. Et enfin, la dernière difficulté, c'est l'accessibilité. Par exemple, je sais que Madame Perdria, vous faites partie du collectif de scénaristes Les Indélébiles. Et malheureusement, sur l'île, nous n'avons pas de groupe comme ça. Ainsi, ma question pour vous deux, mesdames, est la suivante. Avec votre expérience, quels seraient vos conseils pour les personnes en reconversion professionnelle voulant devenir et rentrer dans le monde professionnel des scénaristes? Merci. Clémence? Allez, j'y vais. Alors, moi, je crois que ça reste quand même un endroit qui est accessible. Et qui est accessible si on travaille très dur. Donc il faut travailler très dur, il faut faire des projets cohérents, il faut écrire des textes, il faut faire des rencontres. Et moi, je travaille avec beaucoup de gens qui ont fait des reconversions professionnelles. J'ai démarré grâce à un scénariste qui s'appelle Kook Dong Trang, qui a commencé à être scénariste à 40 ans, qui avant travaillait absolument pas dans le domaine de l'écriture, ni de la série, ni du cinéma. Donc je pense qu'il faut effectivement privilégier, c'est vrai, des formations peut-être plus courtes, parce que passé un certain âge, c'est vrai que les formations se ferment. On est en train de réfléchir en ce moment à la FEMIS à ouvrir le concours aux personnes qui sont plus âgées, parce que je vous rejoins sur le fait qu'on a énormément de personnes qui ne peuvent pas faire la formation en 1 an, qui est incroyable pour cette raison-là. Donc je suis d'accord avec vous, on y réfléchit en ce moment. Mais il existe des modules de formation courte qui sont tout à fait accessibles. Et ensuite, c'est vrai qu'il faut... Voilà, par exemple, moi, très souvent, je reçois des mails de scénaristes qui vont m'envoyer, par exemple, 4 bibles de séries et 2 pilotes. Et j'aurais tendance à dire, envoyez des choses ciblées et envoyez-en peu. Si vous noyez les producteurs avec des textes, avec des pilotes, voilà, ça va ne servir à rien. Il vaut mieux travailler sur un bon concept de série en 2 ou 3 pages, qui soit clair, qui soit raisonnable vis-à-vis du marché, et faire des envois ciblés. Et là, vous aurez déjà plus de réponses. Mais en tout cas, je pense que ça reste un endroit
où effectivement, si vous décidez de devenir chirurgien, c'est compliqué, mais quand vous décidez de devenir scénariste, c'est possible. Et par ailleurs, on est quand même dans un moment où il y a beaucoup de séries qui se font, où on cherche des scénaristes dans des ateliers d'écriture, où on cherche des juniors, donc c'est possible d'entrer. Voilà, donc ne vous découragez pas, travaillez beaucoup, mais il y a des accès qui sont possibles. Je le crois vraiment. Donc on va reprendre une autre question, mais Marion, je ne sais pas si tu veux rajouter, mais ce que au moins on peut dire, c'est que toi, typiquement, ton parcours montre que tu t'es lancée comme romancière, où tu t'auto-éditais finalement, et que c'est comme ça qu'ensuite, petit à petit, tu as travaillé tes univers qui t'ont amené aujourd'hui à écrire des séries. Moi, je pense que mon conseil, qui est beaucoup moins structuré que Clémence, qui est responsable de la formation série à la FEMIS. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut déjà avoir très envie de raconter une histoire. Je pense qu'il faut avoir un univers à soi, une identité, une singularité. Effectivement... Moi, je suis venue au scénario par l'écriture de romans et en fait, j'avais envoyé un manuscrit à je ne sais pas combien de maisons d'édition. Mon premier, tout le monde m'a refusé mon texte. J'ai eu une première réponse qui m'a dit, je me souviens parce que c'était la première lettre de refus, on m'a dit, vous savez assurément faire rire votre lecteur. Je me suis dit, ok, c'est cool, c'est bon, je peux faire de la comédie. Et la deuxième réponse, c'était, arrêtez d'écrire, vous n'êtes pas du tout drôle. Donc en fait, je pense qu'en fait, il faut faire son chemin, trouver. Voilà, moi je suis passée par l'autodédition, ça m'a permis d'être repérée par un éditeur, de devenir romancière, d'être éditée, et puis ensuite d'être repérée comme spécialiste de la comédie romantique. Je pense qu'il faut tracer sa route et écrire des histoires parce qu'on a envie de les écrire, quoi. Voilà. Merci. Donc on va prendre une autre question, voilà, ici, et puis après monsieur en bas. Vas-y. On m'entend, c'est bon ? Oui. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour cette conférence passionnante. C'était très enrichissant. J'ai une question et un conseil pour compléter la question du monsieur, qui est, je ne sais pas, en bas. Bonsoir. Pour répondre à votre question, moi j'ai fait la formation à Série Mania qui s'appelle Eureka Série, et ça m'a vraiment enrichi. Donc, je sais qu'il y a le tremplin pour les jeunes, mais Eureka Série est ouvert à tout le monde. Voilà, je fais la pub pour l'école. Voilà, et ma question est la suivante. C'est à propos du rythme dans les séries, j'ai une petite question. Si on prend Fleabag de Phoebe Waller-Bridge, le rythme est très intense et très très bien construit. Si on prend Mad Men de Matthew Weiner, le rythme est plus lent, on a une spirale qui est quand même intense, mais plus lente. Donc ma question est la suivante, comment on trouve le bon rythme dans les séries en général ? Merci beaucoup. Clémence ? Ah là là. Alors, je dirais qu'il y a deux choses. On se bat en ce moment contre un rythme sans cesse plus effréné. C'est de plus en plus difficile de trouver des séries qui prennent le temps parce qu'on est dans un moment où on a une immense angoisse que les gens décrochent. C'est l'angoisse totale, donc on va tartiner, encore une fois, de voix off, de rapidité, de résumé, de séquences qui résument bien ce qui se passe pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Donc je dirais que déjà, réussir à faire une série qui prend son temps, c'est devenu de plus en plus difficile. Après, j'aurais tendance à vous dire que votre rythme va quand même énormément dépendre de votre genre et beaucoup de votre tonalité. Et moi, je trouve que souvent, ce qui manque aux séries, c'est une tonalité claire. Par exemple, le genre polar dans True Detective est très clair, mais en fait, la tonalité aussi. Et c'est une tonalité presque poétique, extrêmement lente, avec quelque chose qui tourne. Et je pense que ça, c'est le travail d'une vie, en fait, de créer une série et de trouver son genre et de trouver son rythme. Donc, quelque part, ce sera induit par ce que vous avez envie de faire. Et moi, je sais qu'en tant que scénariste, quand je travaille pour des créateurs, c'est l'une des choses les plus difficiles dans mon travail, c'est de coller quand je rencontre quelqu'un qui crée. Et donc moi, vraiment, mon boulot, c'est de me mettre au service de cette personne et de son univers, et de me dire, voilà, comment je vais trouver le rythme de cette personne, et comment je vais réussir à lui proposer des scènes qui correspondent le mieux à ce qu'il ou elle a en tête. Donc c'est une question abyssale. Et j'aimerais rajouter quelque chose, pour le coup, en tant que comédienne. Il y a aussi effectivement un rythme qu'on peut lire déjà dans le texte. Et de toute façon, il y a des scènes où à la lecture, déjà, on voit que ça se répond tellement bien, tellement vite que dans la vraie vie, ça va être pareil. Et au contraire, dans l'écran, ça va être encore plus agréable, ça va créer encore un truc un peu comédie, etc. Mais parfois, ce qui se passe, en ayant interprété une scène d'une certaine façon et en voyant le résultat, on se rend compte que finalement, après coup, donc c'est à savoir au montage, il y a quelque chose soit qui a été ralenti, soit qui a été changé. Et dans ce cas-là, ça peut être extrêmement frustrant aussi de se dire « Ah merde, nous, on avait travaillé sur un type de rythme, soit avec la réal, soit via
ce qu'on a compris de la lecture. Et puis au final, après coup, c'est qu'elle explique aussi ce truc de rapidité, en fait, finalement, c'est les plateformes souvent, ou en tout cas les distributeurs, qui vont avoir quand même un impact aussi, malheureusement, qui ne sont pas forcément auteurs, mais qui vont quand même avoir leur impact là-dessus et qui peuvent transformer le rythme. Et parfois, ça peut gâcher quelque chose qui était à la base sur papier, en tout cas déjà très, très bien. Ouais, et je rajouterais peut-être aussi que ça vaut vraiment le coup de se battre. En fait, moi, je sais que j'ai travaillé sur la série Tapis avec Olivier Demangel, qui est le créateur de la série, et notamment sur le dernier épisode. Et il avait été question à un certain moment de couper. Le dernier épisode se termine par un face-à-face entre Tapis et un juge. Et c'est une séquence qui est très très longue, qui durait vraiment plus de 25 pages et qui fait dans la durée plus de 20 minutes, ce qui est très rare dans un 52 minutes d'avoir une séquence comme ça très longue. Et je pense que ça a été vraiment un combat que de dire cette scène doit exister comme ça. Parce que c'est un vrai parti pris de fiction à ce moment-là. Et au final, c'est la scène dont on parle le plus. Donc c'est ça qui est étonnant, c'est que parfois, il faut vraiment se faire confiance. Et même quand tout le monde nous dit autour, « Ouh là là, en termes de rythme, vous êtes sûr ?» Parfois, on sait. Donc il faut se battre pour ça. Marianne ? Ouais, elle est géniale cette scène. Oui, alors moi toujours sur l'idée que je pense que c'est important de développer son univers à soi en tant qu'auteur, mais c'est aussi parce que je suis romancière, donc du coup quand je suis romancière, je suis réalisatrice, scénariste et actrice. Alors que ce qui est génial dans une œuvre audiovisuelle, c'est que c'est une œuvre de collaboration, donc c'est très enrichissant aussi. Et moi je pense que justement ce que je vous disais sur choisir, savoir ce qu'on veut dire, comment on veut regarder le monde, et je pense que le rythme, c'est une de ces questions. Et vous savez, on ne choisit pas ses parents, mais on peut choisir ses parents artistiques. Et moi, j'ai décidé que mon père, en toute modestie, c'est parce que j'adore leur travail et je ne compare pas du tout mon écriture à la leur, mais c'est pour vous dire que je suis leur rythme, que j'ai adopté leur rythme parce que j'adore leur travail. Donc mon papa, ce serait Aaron Sorkin et ma maman, ça serait Shonda Rhimes. Et en fait, leur série, elle se caractérise par le fait que c'est très dialogué, ça va très vite. Et ce tempo, en fait, quand j'arrive plus à écrire, ça arrive. Je sais pas, des fois c'est plus dur. Des fois on se lève et puis on n'y arrive pas, surtout de la comédie. Il y a toujours un épisode d'une série dont j'avais demandé un extrait, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de le voir. Et je vous recommande cette série. Franchement, c'est une comédie romantique qui dure 22 épisodes. C'est juste génial. C'est la série la plus méconnue d'Aaron Sorkin. Ça s'appelle Studio 60 on the Sunset Strip. C'est les coulisses d'un show comme Saturday Night Live et ça parle de l'Amérique dans toute cette diversité, de sa complexité, de toutes ses contradictions, et c'est juste génial. Et voilà. Et quand j'arrive pas à écrire, je vais regarder l'épisode de Noël de Studio 60 et je me dis putain, c'est trop cool d'écrire, et je recommence. La question de monsieur, et puis ensuite là. Bonsoir à toutes les trois et bravo déjà pour vos travaux et vos œuvres respectives. Moi, je suis notamment fan de comédies romantiques, mais aussi d'Irrésistibles. Ça doit être mon côté fleur bleue. Alors, on dit que l'amour est aveugle. Bon, je ne suis pas le mieux placé pour le dire. Néanmoins, pour introduire ce sujet, vous le disiez tout à l'heure, Marianne, finalement, les comédies romantiques et les séries en général, c'est un peu le reflet de notre société. Et il faut s'en inspirer sans toutefois tomber dans le documentaire. Moi, je voulais avoir votre point de vue à tous les trois sur finalement la place de la diversité au sens large, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a beaucoup de clichés malheureusement dans de nombreuses séries sur le handicap, l'identité de genre, etc. Et finalement, je voulais avoir votre point de vue sur ces sujets-là. Comment est-ce qu'on peut traiter, alors ils le sont peut-être déjà, dans finalement les séries et plus spécifiquement, puisqu'on est là pour parler de ça, dans les comédies romantiques. Je peux me permettre de commencer parce que j'ai une ref en tête. Là, ça m'a fait penser à Sex Education, où on a aussi pas mal de petites comédies romantiques là-dedans. Et je trouve que, et ça j'en suis trop fière, de faire partie d'une génération où aujourd'hui, je trouve, en tout cas dans le contenu de ce que proposent les plateformes, même si ils ont des quotas entre guillemets aujourd'hui à respecter, finalement c'est pas plus mal, c'est de voir justement autant de diversité, à mes yeux en tout cas, autant de... Enfin, j'ai l'impression que tout est de plus en plus représenté dans les séries et on en fait de moins en moins un sujet. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de se normaliser, ce que je trouve
en tout cas moi, en tant que spectatrice aussi et consommatrice de séries de plateforme, je trouve ça hyper chouette ce qu'on est en train de voir. Et le meilleur exemple pour moi, c'est vraiment Sex Education, quoi, qui parle de tout, qui a libéré la parole sur plein de choses. Il y a tellement de sujets actuels qui sont abordés. On est sur de la comédie, on est sur de la comédie romantique. Et dans Christmas Flow, on a eu ça aussi. Et j'aime beaucoup ce qui est en train d'arriver sur les plateformes et les séries que ça permet d'aborder, enfin les sujets qui sont abordés, parce que, comme tu le disais, finalement, ce qu'on raconte, c'est des histoires actuelles de ce qui se passe autour de nous et dans notre société. Tu veux répondre Ouais. courte si on veut prendre une dernière question? Ouais, il faut que je sois très courte. Juste pour dire que c'est super important que ça soit incarné à l'écran, c'est certain. Et je pense aussi que c'est très important que ça soit écrit par des gens. Et moi, je pense que la diversité, c'est aussi ce qui ne se voit pas à l'écran, c'est-à-dire des imaginaires. Nous, c'est ce que je dis à l'origine sur Christmas Flow, on est chacun arrivé avec notre histoire. Moi, il se trouve que j'ai grandi dans une famille Benetton, il y a toutes les couleurs et toutes les religions dans ma famille. Donc, c'est quelque chose que j'ai envie de porter, que j'ai envie d'exprimer. Et je pense qu'il y ait des auteurs qui soient issus de la diversité, c'est aussi important. Il ne suffit pas juste, je pense, de décider qu'il y a un personnage d'origine asiatique, un personnage noir. Et je pense qu'il faut que les gens viennent avec leurs histoires, leurs expériences. Et pour compléter, tout à l'heure, on en parlait, toi et moi, Marianne, c'est que parfois, effectivement, il y a des choses qui sont abordées de façon maladroite. Il y a encore des clichés qu'on peut percevoir sur voilà, une catégorie, une culture qui est encore embêtante, mais justement, le fait déjà qu'il y en ait qui essayent, je veux voir le verre à moitié plein, en fait, que ça existe, même si c'est maladroit, on va en parler, on va dire que c'est maladroit, et je pense qu'au fur et à mesure, en fait, ça va continuer à évoluer vers le positif, parce que on parle, il y a les réseaux sociaux aujourd'hui pour dénoncer les choses, pour partager son mécontentement, parfois justifié ou pas, mais voilà, je pense qu'on est vraiment sur une super évolution qui représente de mieux en mieux la société actuelle, et je trouve ça assez positif. Alors, une toute dernière question, et puis il va falloir qu'on vous laisse. Je voulais vous poser une question sur ce que ça fait de travailler dans un genre qui n'est pas toujours respecté. Parce que moi, je suis d'accord, je pense que les comédies romantiques, c'est essentiel. Je pense que les histoires d'amour sont toutes les histoires et elles sont très importantes. Mais l'amour, le plaisir, le positif, la comédie, c'est des choses qui sont rarement mises en valeur quand on parle de qualité, et alors que c'est très important et très, très difficile à faire. Du coup, je me demande, en tant qu'auteur, pour aider aussi les autres auteurs de ce type de genre dans la salle, comment vous faites pour vous positionner par rapport à parfois un manque de respect, de légitimité qu'on vous donne, des gens qui n'entendent pas, des gens qui pensent que c'est pas sérieux les comédies romantiques, alors qu'en fait c'est peut-être la chose la plus importante qui existe. Écoutez, je crois que en ce moment, ce qu'on est en train d'essayer de vivre peut-être, c'est de dire que l'amour, les sentiments, le chagrin ne sont pas que du côté féminin, et que tout ça est partagé et qu'on va y arriver petit à petit, et que peut-être aussi que quand tout le monde serait capable de poser ses fragilités, il y aura moins de défiance, il y aura moins de malheur. Moi, j'aime énormément, par exemple, la série Ted Lasso, parce que je trouve que c'est une série qui est alors bienveillante et vraiment pas dans le côté cucu, mais voir des garçons qui sont obligés de se donner des noms de chiens et de faire aou aou avant de se parler, parce qu'en fait ça leur demande tellement d'efforts de parler qu'ils sont obligés de se mettre en scène d'une certaine manière. Je trouve que ça raconte quelque chose qui est très fort et que petit à petit, alors je rejoins Chérine sur le fait que oui, on y vient. Après, le fait est qu'on n'a pas assez de représentation. Les corps sont toujours extrêmement normé, c'est compliqué. On est face à des diffuseurs qui parfois ont peur, donc qui n'ont pas envie d'aller sur des terrains qui seraient un peu différents. Mais voilà, et quant au mépris, quoi dire ? Je sais pas, les films qui ont le mieux marché quelque part nous racontent qu'en fait Titanic, bon, c'est pas tant le bateau, c'est quand même vraiment Rose et Jack, quoi. Donc en fait le public, il est là. En France, l'arnaqueur, ça a fait un carton. Enfin voilà. Donc à un moment, il faut oublier ce mépris, où en fait ce qui n'aurait de grâce aux yeux, parfois même des spectateurs et de la critique, ce ne sont que des dramas. C'est vrai qu'on va avoir tendance à dire, c'est quoi ton film préféré ? C'est Vertigo. Oui, on va pas répondre Coup de foudre à Notting Hill, effectivement. Mais quelque part, on s'en fiche, parce que tant qu'on rencontre les spectateurs, tant que ça fonctionne et tant qu'on continue à faire évoluer ce genre, on fait notre travail en fait. Et après qu'on le fasse, comme disait Marianne, en restant dans ce genre-là parce que c'est ce qui l'intéresse le plus, ou comme moi en essayant de faire plein de choses différentes parce que c'est aussi ce que j'ai envie de faire. Voilà, tant qu'on s'épanouit là-dedans, il ne faut pas rougir. Parce que, encore une fois, la dramaturgie, elle est partout. Et en fait, ce qui compte au fond, c'est que ce soit bien écrit, quel que soit le genre et le ton qu'on adopte. Merci beaucoup.
Et donc la meilleure chose à faire, si vous n'avez pas vu, c'est donc de voir Irrésistible, c'est de voir Christmas Flow. Merci à vous trois pour cette discussion. Et il est 18h pile. Donc merci. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, Christmas Flow, c'est sur Netflix, pas sur Disney+. Ils avaient mis le logo Disney+. Oui.